Bonsoir à tous. Merci d'être présents ce soir pour ce nouveau webinaire d'Eleo to You, donc spécial marketing ce soir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Adélie Verse-Puech et je suis la responsable marketing chez Deleo. Donc ce soir, je suis ravie d'animer ce webinaire et également ma compagnie. Donc j'ai Marion Gilles qui est notre experte digitale. Bonsoir. Donc Marion, voilà, qui va vraiment vous présenter les outils incontournables sur le digital et un peu la stratégie à avoir en tant que médecin esthétique. Donc, durant la session, surtout, n'hésitez pas à poser vos questions. Vous avez un petit onglet qui est en haut à droite de votre écran et vous pouvez poser vos questions. Nous y répondrons à la fin de la session. Également, à la suite de ce webinaire, nous vous enverrons le replay si vous souhaitez le revoir. Et vous verrez, donc, pendant ce webinaire, on va vous parler de différents outils. On va aussi vous communiquer des liens pour télécharger des outils, pour avoir accès à des livres blancs. Donc, nous vous enverrons le PDF de notre présentation. Comme ça, vous pourrez retrouver tous les noms des outils, les liens pour télécharger et regarder les livres blancs. Donc, je vois, alors ce soir, on attend plus d'une 60aine de participants. Donc, effectivement, c'est des thématiques qui vous intéressent. Pour l'instant, donc, je vois que les inscriptions sont les inscrits sont en train d'arriver. Donc, on va encore patienter quelques minutes. Et pour vous faire patienter, on a prévu un petit sondage. Alors, hop, la partie sondage. Donc, en fait, ça va vraiment nous permettre, nous, d'orienter notre discours aussi pour vraiment répondre à vos attentes, voir un peu comment aujourd'hui, déjà, vous êtes positionné au niveau du marketing dans votre activité de médecine esthétique. Si vous pouvez répondre à ces questions, et ça va nous permettre, nous, d'orienter aussi notre discours. Donc, la première question du sondage, c'est « Avez-vous un site Internet dédié à votre activité de médecine esthétique ?» Donc, tout simplement, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez votre propre site? Donc, on ne parle pas d'une fiche sur Doctolib ou sur un site de référencement docteur. On parle vraiment de est-ce que vous avez votre propre site avec votre nom de domaine? Donc, ça, c'est la première question. La seconde question du sondage, c'est comment aujourd'hui vous obtenez de nouveaux patients? Est-ce que ça va être par le biais de la recherche Internet, donc des patients qui tapent dans Google, par exemple, traitement médical cryolipolyse dans la ville où vous êtes et qui vont arriver sur votre site Internet et vous contacter? Est-ce que c'est par le biais des réseaux sociaux? Est-ce que tout simplement c'est aussi le bouche à oreille ou est-ce que c'est un autre levier? Et la troisième question de notre sondage, c'est alors, sur quel réseau social obtenez-vous le plus d'engagement des patients? Donc ça, bien sûr, c'est si vous êtes aujourd'hui présent sur les réseaux sociaux. Donc, est-ce que c'est Facebook? Est-ce que c'est Instagram, Twitter, LinkedIn ou aussi peut-être un autre réseau social? Allez, on va pouvoir commencer. Je vois qu'on a quasiment tout le monde qui est arrivé. Donc, merci beaucoup si vous avez répondu au sondage. Si vous arrivez en cours de route, le sondage est ouvert pendant toute la présentation. Donc, n'hésitez pas à continuer à répondre, bien entendu. Donc, pour la première partie, je vais ensuite laisser la parole à Marion. Mais ce que je tenais à vous dire, c'est qu'aujourd'hui, alors le marketing, c'est vraiment un vaste terme, on va dire. On entend un peu tout et n'importe quoi sur qu'est-ce que le marketing, quels sont les bons outils, comment le faire. Ce qui est vraiment important aujourd'hui dans le marketing, c'est pas forcément les outils ou les leviers, c'est plus ce qu'on en fait, c'est la relation qu'on construit. Et aujourd'hui, c'est aussi tout le fil conducteur de cette présentation. Ce n'est pas forcément la manière dont vous le faites, mais c'est vraiment ce que vous dites et la relation que vous allez créer avec votre communauté de patients qui est importante. Donc, on va commencer notamment par les outils digitaux qui aujourd'hui sont devenus incontournables et je vais laisser la parole à Marion pour vous en parler. Alors, déjà, bonsoir à tous. Merci d'être présents pour ce webinaire. Donc, moi, j'ai décidé de vous parler de 3 thèmes qui je trouve importants pour le digital. La première des choses, ça va être de vérifier votre e-réputation. La deuxième chose, ça va être de mettre à jour votre site internet ou d'en créer un si vous n'en avez pas encore. Enfin, de bien faire connaître vos traitements en ligne. Donc, quand un patient fait une recherche sur internet, c'est important qu'il voit tout de suite quelle est votre activité au sein de votre cabinet. Alors, donc, comment aujourd'hui vérifier sa e-réputation? Je pense que la plupart d'entre vous savent qu'il faut être sur Google aujourd'hui, notamment sur Google My Business. Qu'est-ce que c'est Google My Business? En fait, c'est la fiche Google locale qui vous permet d'être identifiable sur Google Maps. C'est-à-dire que grâce à ça, vous allez identifier votre cabinet sur une adresse précise et lorsqu'un patient va faire une recherche sur Internet, par exemple, médecin esthétique sur Lyon, vous allez à ce moment-là ressortir sur la première page Google et notamment sur les onglets de recherche par rapport à une carte. Ça, c'est déjà très important de le faire. Si vous n'avez pas aujourd'hui votre fiche Google My Business, soit vous pouvez demander de l'aide à votre webmaster, celui qui s'occupe de votre site internet,
soit je pourrais vous donner la solution pour comment le faire très facilement à la fin de ce webinaire sans aucun problème. Autre point qui est important d'avoir une fiche Google My Business, c'est aussi par rapport aux avis. Aujourd'hui, la e-réputation, vous le savez, je sais qu'il y en a qui peuvent avoir peur par rapport à ça, mais des patients peuvent laisser des avis sur Internet. Pourquoi c'est important d'avoir une fiche Google My Business? C'est qu'en même temps, c'est vous, du coup, qui pouvez gérer votre e-réputation et les avis. Même si je sais qu'aujourd'hui, c'est difficile de pouvoir effacer un avis négatif sur Google, vous pouvez quand même le faire la demande et signaler l'avis. Mais voilà, sachez que de toute manière, même si vous n'avez pas une fiche Google My Business, il y aura d'autres moyens pour les patients de vous mettre des avis positifs ou négatifs via d'autres plateformes. Donc moi, je trouve que c'est quand même un levier intéressant que ce soit vous qui maîtrisiez cette e-réputation en ligne. Le deuxième sujet de ce soir, donc, c'est aussi votre site Internet. Aujourd'hui, je vois que 50% de nos participants ont un site Internet et 50% non. Alors, je sais très bien que avoir un site Internet, c'est un investissement au niveau du temps parce que voilà, il faut pouvoir rédiger le contenu, avoir des choses à mettre à l'intérieur. Et c'est aussi il faut avoir quelqu'un pour s'en occuper, ça je le conçois tout à fait. Mais c'est très important aujourd'hui d'avoir un site quand on est médecin parce que mais vraiment une grande majorité des patients vont faire de la recherche sur Google avant de se rendre dans un cabinet. Je connais très peu de personnes aujourd'hui qui ne vont pas taper sur Internet, trouver un médecin esthétique ou faire de la cryolipolyse sur Google et se rendre directement comme ça dans un cabinet. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Les patients se renseignent énormément sur Internet. Donc voilà, je vous invite vraiment à le faire. C'est super important. Pour avoir un bon site bien fait, il faut une présentation simple et claire. Il n'y a pas besoin d'avoir un site super complexe. Un site vitrine de 4-5 pages suffit amplement. Et il vous suffit juste en fait vraiment de mettre en avant quelles sont vos spécialités, les traitements que vous faites, etc. avec des pages qui sont bien expliquées et surtout qui rassurent le patient. C'est important de mettre du contenu sur, alors par exemple, je donne l'exemple ce soir de la cryolipolyse, mais voilà, qu'est-ce que cette technique ? Comment elle fonctionne, comment va se dérouler une séance, ça c'est très important pour un patient parce que ça peut être impressionnant parfois et voilà, ça peut faire un petit peu peur. Voilà, donc il faut vraiment bien structurer vos pages, que ce soit très clair et le plus précis possible. Sachez qu'il y a eu une mise à jour Google, notamment sur tout ce qui est côté médical. Et pour avoir un site bien référencé, il faut aussi avoir du contenu assez scientifique sur son site Internet. C'est important, voilà, de ne pas mettre simplement séance de cryolipolyse au cabinet, etc. Voilà, il faut faire un minimum de 300 mots par page et avec un contenu quand même qui est assez informatif pour le patient. Donc, le référencement, ça va donc par là, un nombre de mots minimum par page, des pages bien structurées avec des titres, des images bien nommées, etc. Donc, voilà, il y a plusieurs techniques pour le référencement. Je rentre pas tout de suite dans le détail, mais voilà, sachez qu'en tout cas, il existe plusieurs astuces pour pouvoir avoir un site bien référencé et notamment sa structure en fait partie. Donc là, je vous donne un exemple d'un site qui est très bien construit. Donc j'ai pris le site du docteur Christian Fayard. Il a une très très bonne visibilité en ligne. C'est pour ça que ça va être mon exemple ce soir. Donc vous voyez son site, il est clair, il est bien fait. Il a un menu qui est bien construit, c'est-à-dire qu'on voit très bien un onglet donc sur son cabinet. Donc c'est vrai que quand on est patient, c'est agréable de pouvoir voir des photos du cabinet, de pouvoir voir un petit peu quel est le parcours du médecin, pourquoi pas. Ensuite, lui, il a décidé de faire un parcours, soit la personne cherche par rapport à une zone qu'elle souhaite traiter. Donc par exemple, je peux avoir, moi je cherche à perdre mes poignées d'amour ou j'aimerais muscler plutôt mes fessiers. Ou alors, il parle par un onglet technique. Donc là, il va carrément parler plutôt de cryolipolyse, de LED, etc. Voilà, il va plutôt lister les techniques qui existent. Et aussi, il a un onglet tarif. Alors, je sais qu'il y en a plusieurs qui peuvent être un petit peu réticents à mettre l'onglet tarif, mais sachez que c'est un bon moyen aussi pour vous de filtrer un petit peu la patientèle, parce que dans tous les cas, le patient va à un moment ou un autre vous poser la question des tarifs. Et au moins sur votre site, c'est vraiment informatif et vous savez que quand le patient il vient chez vous, il est au courant de vos tarifs et des techniques que vous pratiquez et du coup, c'est presque un patient gagné, entre guillemets.
Voilà. Ensuite, vous voyez, il a mis une vidéo de présentation du cabinet. Bon, là, la vidéo n'est pas animée, mais voilà, c'est sympa aussi de voir en image, en direct, ce que le médecin est dans son élément. Et aussi, très simplement, il a mis en avant les différentes techniques qu'il pratique au sein de son cabinet. Voilà, c'était un exemple d'un site, il y en a d'autres, évidemment. Un autre point important dont je voulais vous parler, c'est Google Analytics. Alors, je sais que ça peut paraître un outil hyper complexe, etc., mais sachez que c'est un outil qui est très, très simple à prendre en main. Pareil, si vous êtes accompagné par un webmaster, n'hésitez surtout pas à lui demander de vous montrer comment l'utiliser, etc. C'est vraiment simple. Et ça vous permet en fait tout simplement, vous, de pouvoir voir un petit peu et de contrôler quel est le trafic sur votre site internet. Et surtout, donc, d'abord le nombre de visiteurs venus sur votre site, le nombre de pages vues. Ensuite, vous allez avoir un petit peu le genre en fait des patients qui viennent sur votre site par rapport à la tranche d'âge et au sexe. Donc ça aussi, c'est un bon moyen pour vous de vous dire, finalement, je vois que j'ai plutôt des femmes de 50 ans qui viennent sur mon site. C'est peut-être plus ma cible, en tout cas pour ma zone géographique. Donc ça, c'est intéressant aussi. Et enfin, vous pouvez voir et analyser le contenu de votre site qui est le plus consulté. Par exemple, est-ce que c'est votre page tarif? Est-ce que c'est votre page cryolipolyse, etc. Et ça, c'est très, très intéressant pour vous parce que ça vous permet aussi un petit peu de voir quelle est votre cible, en fait, finalement, et quels sont les traitements qui intéressent votre patientèle. Un autre sujet qui est très vaste dans le digital, c'est les réseaux sociaux. Alors, pareil, les réseaux sociaux, on a bien conscience que voilà, vous êtes médecin, que vous avez votre activité de médecine, bien sûr, qui est primordiale et que c'est pas forcément évident d'avoir toujours le temps d'être présent sur les réseaux sociaux. Sachez que c'est faisable. Il y a des petites techniques que je vais vous montrer juste après ce slide qui vous permettent de prendre de l'avance, entre guillemets, et de programmer à l'avance votre contenu qui va se publier automatiquement. Donc ça, c'est quand même assez pratique. Donc au niveau du contenu, il faut rester pertinent et suivre une ligne éditoriale. C'est important de ne pas avoir des pages Facebook ou un compte Instagram où ça part un petit peu dans tous les sens. C'est vrai que c'est bien d'avoir une ligne de conduite. Par exemple, ça peut être une fois par semaine, je me dis que je poste une vidéo d'un traitement en live et une deuxième fois dans le week-end, je vais mettre un résultat avant-après, par exemple. Ensuite, au niveau du timing, vous pouvez voir grâce à vos réseaux sociaux dans l'onglet statistiques à quelle heure vos patients sont les plus réceptifs à vos posts. Donc ça, c'est pareil. Au début, vous allez un petit peu faire ça au hasard. Et au fur et à mesure, vous allez pouvoir analyser et en dire, voilà, ma publication que j'ai mis le jeudi soir à 20h, finalement, j'ai eu beaucoup plus d'engagement que quand je l'ai posté le samedi matin à 9h, par exemple. La valeur ajoutée aujourd'hui d'être présent sur les réseaux sociaux, c'est premièrement, vous êtes encore plus visible, vu que si vous êtes présent sur Internet, plus les réseaux sociaux, voilà, vous avez plus de visibilité. Ça vous permet de créer vraiment du contact avec votre patientèle ou vos futurs patients. Et enfin, de les informer aussi sur la vie de votre cabinet, ce que vous y faites, voilà, les nouvelles technologies que vous venez d'acquérir, etc. C'est un bon moyen de garder contact. Alors, sachez qu'aujourd'hui, pour parler un petit peu statistiques en France, Facebook, c'est 33 millions d'utilisateurs actifs. Hein, c'est énorme. Donc c'est vraiment, pour moi, le levier super important. Pour vous, médecins, aujourd'hui, en médecine esthétique, ça reste Facebook. En plus, il est facile d'utilisation. Ensuite, il y a Instagram qui arrive un petit peu en dessous quand même, mais il y a quand même 12 millions d'utilisateurs, pardon, ce qui est quand même pas négligeable. Alors, si on passe sur les slides suivants, pour que vous compreniez un petit peu la différence entre les deux, Facebook, en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plus des personnes qui vont avoir entre 30 et 60 ans qui sont sur Facebook. C'est un petit peu plus les femmes que les hommes. Après, on est quand même au niveau du genre des patients qui vont sur Facebook, que ce soit aussi bien sur le côté urbain, sur le côté rural, etc. À l'inverse de Instagram, où on est sur une population d'utilisateurs un petit peu plus jeune. Donc, vous voyez, ça part de 13 ans jusqu'à 30 ans et un petit peu de 30-49 ans. Voilà. Donc, on n'est pas non plus sur la même cible entre Facebook et Instagram. Mais ça, de toute façon, vous allez pouvoir analyser votre patientèle, comme je vous ai dit, grâce à Google Analytics, qui va vous dire si finalement, il y a plus d'hommes ou de femmes qui sont réceptifs à votre contenu. Après, Instagram, c'est vrai que c'est bien
de l'avoir également en plus de Facebook parce que c'est du contenu sympa, on peut mettre des vidéos, des photos et c'est vrai que c'est très utilisé en milieu urbain. Alors ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a 2 outils dont je veux vous parler qui vont vous permettre de créer votre contenu à l'avance. Par exemple, vous dites, bon bah voilà, tous les premiers samedis du mois, pendant 3 heures, je crée mes posts à l'avance pour le mois qui suit. Et grâce à Hootsuite ou Creator Studio, donc Hootsuite, c'est une plateforme indépendante où vous pouvez connecter tous vos comptes, que ce soit Instagram, Facebook, Twitter, si vous avez, etc. Et Creator Studio, par contre, c'est simplement pour Facebook et Instagram. Les deux sont très bien. Aujourd'hui, je n'ai pas de conseils particuliers à vous donner à utiliser l'un ou l'autre. Sachez que Creator Studio est gratuit puisque vous y avez accès grâce à votre compte Facebook et que Hootsuite, par contre, est une plateforme avec un abonnement. Après, ce qui est génial avec ces 2 plateformes, c'est que vous pouvez, voilà, donc comme je disais, mon exemple du samedi matin où vous voulez créer votre contenu à l'avance, vous créez toutes vos publications. Si, par exemple, si vous en avez prévu 30 pour le mois de juillet, par exemple, vous les créez et vous dites, bah voilà, celle-ci, je vais la poster le jeudi à telle heure, celle-ci, hop, et ainsi de suite. Vous programmez vos 30 publications et ensuite, c'est fait. Vous en êtes occupé juste une fois pendant 2 heures et la plateforme les publie pour vous pour tout le reste du mois. Voilà. Donc ça, c'est une astuce aussi si vous n'avez pas le temps et ce que je comprends de vous en occuper toutes les semaines. Alors, les conseils au niveau du community management, donc vraiment de l'animation de votre page Facebook ou Instagram. Nous, ce qu'on préconise, c'est minimum 2 posts par semaine. C'est vrai que ça vous permet d'être souvent dans les feeds d'actualité en fait de vos patients. Il faut répondre aux commentaires ou aux messages privés si vous le pouvez, bien évidemment. C'est des conseils dans les 24 heures. Après, bien sûr, si vous n'avez pas le temps et que c'est une semaine après, c'est pas grave. Ce qu'il faut, par contre, c'est ne pas laisser sans réponse. C'est vraiment pas pertinent de laisser votre communauté sans réponse. Poster du contenu vidéo, c'est très important parce que la vidéo, c'est vraiment le canal aujourd'hui indispensable en digital. Donc, si vous avez l'opportunité de faire des vidéos de vos traitements en live, ça peut être votre assistante qui vous filme ou ça peut être vous, etc. C'est vraiment bien de le faire et c'est vraiment du contenu qui intéresse les patients aujourd'hui. Faire des lives dans votre cabinet, c'est pareil. Si vous voulez, par exemple, organiser un jour par mois à 18h des questions-réponses avec votre patientèle, vous les invitez par exemple en disant bah, rejoignez-moi ce soir sur ma page Facebook à 18h, je serai en direct pour répondre à vos questions par rapport à vos traitements, etc. Ça, c'est vraiment très, très bien et c'est très, très engageant en tout cas pour votre communauté. Privilégiez surtout du contenu unique, c'est-à-dire créer votre propre contenu. Aujourd'hui, c'est pas très pertinent de repartager vraiment tout ce que font les autres. C'est-à-dire que c'est toujours mieux d'avoir vos propres résultats avant-après, de faire du storytelling, ce qu'on appelle, c'est-à-dire de présenter votre équipe, par exemple, de faire des photos en disant tous les lundis matins, vous prenez une petite photo de votre équipe autour d'un café et vous souhaitez une bonne semaine à tout le monde. Voilà, c'est des petits contenus qui sont sympas et qui, je trouve, créent du lien, en tout cas, avec votre communauté. Donc, un exemple de compte Instagram, donc je suis restée toujours sur le docteur Christian Fayard. Vous voyez, donc ce que je voulais vous montrer, c'est que voilà, il crée son propre contenu et il diversifie surtout ce contenu. Vous voyez, il a posté une image de son cabinet. À droite, on voit son assistante ils ont reçu un nouveau matériel, un nouveau produit. Ensuite, en deuxième ligne, on voit qu'il organise des lives, justement, ce que je vous ai expliqué. Par exemple, ça peut être avec un autre spécialiste qui va parler, je sais pas, quelque chose en synergie avec du jeune ou je sais pas. Et enfin, la dernière ligne, c'est une mise en situation avec un traitement, donc soit en vidéo, soit en photo, et des résultats avant-après. Voilà, ça, c'est du contenu intéressant et c'est vraiment du contenu qui lui est propre. Alors, dans ce contexte, évidemment, de distanciation sociale, c'est vrai qu'aujourd'hui, je vous invite vraiment à vous retrouver avec vos patients lors d'événements live. Donc, je vous ai parlé des lives Facebook ou Instagram, par exemple, pour parler de l'arrivée d'une nouvelle technologie. Vous pouvez très bien mettre sur votre page Facebook attention, je viens d'acquérir une nouvelle machine au sein du cabinet, je voudrais vous en parler. Rendez-vous demain à 18h sur ma page pour vous en parler en direct et ensuite répondre à vos questions. Ça, c'est vraiment un événement. Si vous pouvez faire ça, c'est le top. Vos patients, ils vont adorer. Pareil, donc ça peut être sur des sujets autres. Par exemple, là, je n'ai pas d'exemple à vous donner, mais voilà, ça peut être vraiment des sujets qui vous font plaisir, qui vous tiennent à cœur. Ça peut être un webinar, comme ce soir. Sachez que si vous voulez qu'on vous explique comment organiser un webinar, c'est très facile. Il y a énormément de plateformes qui existent aujourd'hui pour le faire. Et pareil, si vous voulez
faire un webinar pour discuter entre confrères ou vraiment parler autour d'un événement que vous souhaitez organiser au cabinet avec votre patientèle. Voilà, vous êtes vraiment libre, en tout cas, d'organiser ce type d'événement. Donc, nous, les ressources d'Eléo aujourd'hui qu'on a pour vous aider dans cette démarche à d'Eléo, donc on a bien sûr notre page Facebook d'Eléo. Donc là, c'est vraiment, on essaye de vous mettre du contenu pour vous tenir au courant un petit peu des évolutions de nos machines, des nouveautés aussi que l'on crée, etc. On a également créé des pages Facebook et Instagram par rapport au dispositif en particulier. Et donc là, ce sont des pages qui sont plus destinées à la patientèle. Mais bien sûr, c'est du contenu que vous pouvez repartager. C'est fait pour, au contraire. On a aussi une chaîne YouTube. Donc là, c'est pareil. Si vous pouvez créer une chaîne YouTube et faire des vidéos de vos événements, etc., c'est vraiment le top aussi. Il y a LinkedIn qui existe, qui est bien. Et on a aussi également la Partner Zone. On espère que la plupart d'entre vous y ont accès aujourd'hui. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à nous contacter. C'est vraiment une plateforme qui a été créée pour vous, où on met à disposition tous les visuels, les vidéos, les contenus pour vos sites web dont vous pouvez avoir besoin pour justement vous lancer dans le digital. Merci beaucoup Marion du coup pour cette partie sur le digital. Donc on va maintenant parler d'une autre partie qui est la salle d'attente, mais je voulais quand même réinsister sur tout ce qu'a dit Marion. On voit même dans le sondage aujourd'hui que les patients, comment vous obtenez des patients, c'est vraiment la recherche Internet qui prime. Moi, je suis arrivée maintenant il y a 5 ans à d'Eléo et quand je faisais le même sondage il y a 5 ans, c'était vraiment le bouche à oreille, mais de très loin, qui ressortait en premier. Et aujourd'hui, quand on fait ce sondage, le bouche à oreille est toujours présent, mais il arrive après la recherche Internet. Le travail, il se fait naturellement. Vous n'avez pas spécialement d'action à faire. Si vos patients sont satisfaits et ont confiance en vous, ils vont en parler autour d'eux. Donc, ça se fera naturellement. En revanche, tout ce qui va être recherche Internet, c'est vraiment ce qu'on appelle du recrutement incrémental. C'est-à-dire que vous allez recruter de nouveaux patients qui n'étaient pas dans votre réseau, mais qui vont le devenir et à leur tour, ils vont pouvoir faire du bouche à oreille. Donc, c'est vraiment un cercle vertueux. Et souvent, voilà, nous, on en discute souvent avec les docteurs de ces thématiques du digital. Et je sais que les docteurs peuvent être... vous pouvez être inquiet non seulement du temps que ça représente et du coût financier aussi que ça peut représenter de créer un site web. Mais vraiment, sachez, nous, avec tous nos partenaires médicaux avec qui on a travaillé, le retour sur investissement est présent. Si vous créez un site Internet de qualité, comme l'a dit Marion, avec du contenu qui vous est propre, vraiment informatif, vraiment soyez assurés que ça va vous permettre de recruter de nouveaux patients et vraiment d'augmenter votre patientèle sur l'ensemble de votre traitement. Donc vraiment, voilà, le digital, c'est incontournable aujourd'hui. Le bouche à oreille aussi, mais vraiment, ne négligez pas le digital. Donc ça, c'était vraiment la partie recrutement. Maintenant, voilà, votre patient, il vous a contacté, il a envie de faire le traitement, il a pris rendez-vous, et là, il arrive dans votre salle d'attente. La salle d'attente, j'ai voulu faire un focus dessus parce que souvent, c'est un lieu qui peut être négligé, alors qu'en fait, c'est vraiment un lieu qui devrait être regardé à la loupe. Pourquoi? Parce qu'au final, votre patient va passer du temps. Alors, parfois beaucoup, parfois moins. Ça dépend de vos journées si elles sont bien remplies. Mais en tout cas, il va y passer du temps et il va vraiment pouvoir s'imprégner du lieu. Et aujourd'hui, vous travaillez dans la médecine esthétique. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les patients, ils vont vraiment s'imprégner de votre image. Votre image, elle est partout. Elle est sur votre site web. Donc, vraiment, l'atmosphère et on va dire ce que va dégager votre site web, ça fait votre image. Ça va être votre post sur les réseaux sociaux. Mais c'est également votre salle d'attente. C'est vraiment l'atmosphère, c'est l'atmosphère de confiance, de bien-être qui va se dégager de votre salle d'attente. Ça va être aussi votre image de marque. Donc ça, vraiment, il ne faut pas le négliger. Et ce qu'il faut aussi se rappeler, c'est que finalement, quand votre patient est dans la salle d'attente, il est un peu captif. C'est-à-dire que c'est un moment où vous pouvez l'informer, où vous pouvez vraiment communiquer avec lui, car il n'a pas forcément autre chose à faire à part regarder son smartphone. Donc, il faut vraiment travailler votre salle d'attente pour que justement, il ait plus d'intérêt à regarder le contenu informatif que vous lui proposez plutôt que d'être sur son téléphone. Donc voilà, j'ai listé quelques petits points pour vous aider à améliorer votre salle d'attente. Donc le premier point qui est très important, c'est l'insonorisation. Alors c'est tout bête, mais vraiment c'est un point qui est important parce que moi ça m'est déjà arrivé en allant faire des audits chez des docteurs de voir que les salles d'attente parfois n'étaient pas très bien insonorisées. C'est vraiment fondamental pour mettre le patient en confiance. Votre patient a besoin de savoir qu'une fois qu'il est avec vous en consultation, c'est une consultation privée et que vraiment tout ce qui va se dire reste entre son médecin et lui. Donc vraiment, voilà, si ce n'est pas fait, insonorisez bien la salle de traitement, la salle d'attente. C'est vraiment très important. Ensuite, le deuxième petit conseil, ça va être tout ce qui est, alors voilà, on a mis mobilier plantes.
Donc, bien entendu, donc ça, c'est vraiment à faire en fonction de vos goûts, hein. Il n'y a pas une bonne technique de design pour une salle d'attente. C'est à faire voilà, selon vous, aussi votre style, encore une fois, votre image de marque. Mais en tout cas, voilà, sachez que c'est vraiment important que le patient se sente bien, que le patient soit à l'aise dans votre salle d'attente, parce que ça va même permettre de le rassurer. Certains patients vont être un peu anxieux pour certains traitements. Donc vraiment, s'ils sont confortablement installés, si, voilà, si le design de la salle d'attente est agréable, ils auront confiance. Et c'est vrai que souvent, on peut comparer un peu le médecin esthétique finalement à un artiste qui va sublimer, que ce soit le corps, le visage, qui va sublimer en tout cas le patient. Eh bien, si dès la salle d'attente, votre patient voit que vous avez sublimé la salle d'attente, finalement, ça sera aussi un gain de confiance supplémentaire. Et encore une fois, c'est l'image que vous renvoyez. Toujours sur le côté insonorisation et plus côté un peu réconfortant, n'hésitez pas à mettre une petite musique d'ambiance, alors vraiment apaisante et douce, hein, pas de musique trop forte. Mais voilà, une petite musique de fond, ça peut être vraiment aussi une bonne idée pour insonoriser si au niveau technique, l'insonorisation est compliquée. Et enfin, alors moi, ce que je vous conseille, donc ça, bien sûr, c'est selon l'espace dont vous disposez, hein, j'ai bien conscience que certaines salles d'attente sont plus ou moins grandes, mais c'est d'essayer de créer en fait des thématiques, des petits pôles dans votre salle d'attente. Donc, par exemple, dans un petit coin, vous pouvez installer une table basse avec des sièges, puis dans un autre coin, plutôt une table haute avec des tabourets. Pourquoi pas un sofa en mode très cosy. Et en fait, de créer cet agencement, ça va vous permettre de créer aussi des univers. Et donc ça, on va voir ça sur la slide d'après. Ça va vous permettre en fait d'informer vos patients sur vos traitements. Donc nous, aujourd'hui, Déléo, on a différents supports pour vous aider. Donc là, c'est vraiment à titre informatif. Bien entendu, l'idée, c'est aussi que vous ayez votre propre contenu, que vous puissiez mettre en avant tous vos traitements. Mais par exemple, voilà, nous, on va vous proposer alors des totems, c'est en fait des grandes bâches qui se déroulent, aussi des versions plus petites, miniatures, des affiches. Bien sûr, on vous fournit des vidéos explicatives. Donc la vidéo, Marion l'a dit, c'est vraiment un support aujourd'hui qui est très important, que ce soit sur Internet, sur les réseaux sociaux et dans la salle d'attente. Parce qu'au final, la vidéo, c'est quelque chose qui va attirer l'attention du patient. Des fois, le patient arrive, il a faim dans sa journée, il n'est pas forcément attiré par les catalogues ou les brochures que vous allez poser, alors que la vidéo, ça va attirer son attention. Même s'il n'y a pas de son, hein, on n'est pas du tout obligé de mettre le son parce que c'est vrai que ça peut faire un peu cacophonie si la vidéo parle, mais juste avec des images, déjà, ça va attirer son regard et ça va pouvoir l'informer sur votre traitement. Donc ça, vraiment, c'est quelque chose que je vous conseille. Alors, ça peut être une télé, ça peut être des iPads posés, par exemple, sur une table, peu importe. Mais en tout cas, le support vidéo est très informatif et vraiment va attirer l'œil du patient. Et bien sûr, voilà, les brochures patients, hein, qui restent quand même un incontournable à mettre à disposition dans votre salle d'attente. Donc moi, ce que je vous conseille, si vous le pouvez, c'est de faire plusieurs petits pôles dans votre salle d'attente. Par exemple, de faire un petit coin cosy où on va parler plutôt des traitements de body contouring. Donc mettre vraiment voilà, toutes vos informations sur le body contouring. Sur la table haute, peut-être plus parler de tout ce qui va être soins du visage, injections. Donc vraiment, dans chaque petit coin de votre salle d'attente, finalement, traiter d'un sujet différent. Et dans ce petit coin, mettre toutes les informations, donc le déroulé d'un traitement, si vous avez les résultats avant-après. Et vraiment, votre patient va pouvoir s'immerger en fait à fond dans ce traitement-là, le découvrir et une fois rentré en consultation avec vous, il pourra vous poser des questions. Ce qu'il ne faut pas non plus oublier, c'est que finalement, c'est la répétition qui fait que le patient va mémoriser. C'est-à-dire que s'il voit seulement une fois sur une brochure un traitement, finalement, il va l'oublier. Alors que s'il rentre dans votre salle d'attente, qu'il voit par exemple sur le mur une affiche, puis ensuite il regarde la télé, il y a la vidéo du traitement, et là il baisse les yeux, il voit une brochure. Finalement, c'est cette répétition de l'information qui va vraiment permettre qu'il se souvienne du traitement une fois en consultation avec vous. Alors également, moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre à disposition du contenu informatif, de pas forcément. Alors, on peut en mettre des magazines, mais voilà, ne mettez pas des magazines qui datent de plus de 6 mois. C'est pas de l'information qui vous sert, en tout cas, c'est pas forcément non plus l'information intéressante pour le patient. Essayez vraiment de privilégier du contenu qui vous est propre. Donc, votre catalogue de traitement. Si vous avez fait des articles dans des magazines, là, pour le coup, ayez peut-être un pressbook, mettez ces magazines en avant. Et vraiment, choisissez le contenu que vous partagez avec vos patients. Cette salle d'attente, c'est la vôtre, c'est un biais d'information, c'est un moyen de fidéliser aussi vos patients, de leur faire découvrir d'autres traitements. Donc, ne négligez pas l'information que vous mettez à disposition. Et également, quelque chose qui est très important, ça va être les photos avant-après. Donc, c'est un vaste sujet, on va juste en parler aussi. Je vais vous expliquer après comment on peut faire, on va dire, des photos avant-après réussies, parce que finalement, ce n'est pas aussi évident qu'on pourrait le penser. Mais en tout cas, sachez que les photos avant-après, c'est aujourd'hui vraiment un support c'est le gage pour vos patients un peu de la réussite d'un traitement.
C'est-à-dire que ça les réconforte, ça va vraiment déjà leur donner confiance dans le traitement, de voir des photos avant-après. Et ça va vraiment, enfin, c'est quelque chose en tout cas qui les intéresse. Ils sont attirés, ça attire l'œil. Nous, on le voit sur les réseaux sociaux. C'est très clairement nos posts, quand on poste des photos avant-après, qui vont le plus engager. C'est là où on a le plus de réactions. Et ça sera la même chose dans votre salle d'attente. Si vous mettez, nous par exemple, pour Cristal, on vous fournit un petit chevalet où vous allez avoir beaucoup de photos avant-après des résultats. Donc, sur le ventre, sur les cuisses. Et c'est vraiment quelque chose que tout de suite, un patient qui voit des photos avant-après, il a envie de regarder. Il est curieux, il a envie de voir les résultats. Et donc, du coup, il va s'informer par lui-même. Donc, que ce soit voilà, notre support si vous avez la Cristal, mais également vous, n'hésitez pas à vous faire un petit book, même quelque chose de très simple. Hein. Ça peut être un petit porte-vue où vous imprimez de belles photos avant-après que vous mettez dans votre salle d'attente à disposition des patients. Et vraiment, ça va les impliquer. Ils vont s'informer par eux-mêmes sur votre traitement. Alors justement, les photos avant-après, il ne faut pas faire n'importe quoi. Comme je disais, c'est vraiment quelque chose qui engage les patients, mais attention aux nombreuses erreurs qu'on peut commettre en faisant des photos avant-après. Donc moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est de suivre en fait une procédure. Donc vous allez voir qui est très simple, mais vraiment cette procédure de l'appliquer à chaque fois, que ce soit avant le traitement, mais également après, à chaque séance de suivi, de suivre à la lettre cette procédure et de la communiquer à toute votre équipe pour que vraiment, si par exemple un jour, c'est vous qui faites la consultation, vous faites la photo avant, que si voilà, c'est un partenaire qui fait ensuite la séance de suivi, qu'il ait exactement le même type de photo avant-après. Sinon, voilà, quand on ne fait pas des photos qui sont, on va dire, similaires et qui sont reproductibles dans le temps, c'est très dur d'analyser les résultats et même, ça peut finalement être un gage de non-confiance pour le patient. S'il a un doute sur la réalité, sur la vérité de vos photos avant-après, ça peut vraiment mettre en doute le patient. Donc, prenez le temps de bien les faire et ça sera pour vous voilà, un gage aussi de satisfaction de vos patients. Et vraiment, encore une fois, ça va vraiment porter votre image de marque. Alors, la petite procédure, elle est très simple. Tout d'abord, c'est faites vos photos sur un mur blanc ou uni. Donc, vraiment, j'ai vu beaucoup de photos avant-après. Ne faites pas vos photos sur une porte ou ne faites pas vos photos sur un mur où il y a des affiches parce que visuellement, ça fausse vraiment le résultat. On a beaucoup de mal à interpréter des photos avant-après sur un mur qui n'est pas uni. Donc voilà, c'est assez simple comme consigne, mais vraiment privilégier un mur uni ou blanc. La deuxième règle à suivre, c'est de faire les photos sous le même angle. Alors, ce n'est pas forcément évident. Nous, pour Cristal, par exemple, on vous met à disposition un tapis en fait, de positionnement pour votre patient. Donc, par exemple, il va faire une photo avec les pieds en position 1-1, puis 2-2, puis 3-3, et ainsi de suite. Si vous n'avez pas ce tapis ou voilà, vous faites d'autres traitements, moi, ce que je vous conseille, par exemple, c'est peut-être de faire, si c'est pour du body contouring, des marquages au sol. Par exemple, vous savez que par exemple, vous allez toujours positionner votre patient ici, donc des petits marquages au sol, hein, j'entends bien, n'allez pas abîmer votre parquet ou votre carrelage, peut-être même des pastilles, mais en tout cas que vous ayez vraiment ce repère et que dans le temps, le repère reste le même. Ça, c'est très important. Ensuite, alors ça, souvent, c'est un peu négligé, c'est la luminosité. Ça paraît tout bête, mais par exemple, alors surtout pour des traitements sur le visage, notamment tout ce qui va être anti-âge ou même des cicatrices, quand la luminosité change, ça peut totalement changer le résultat qu'on voit. C'est-à-dire qu'on peut avoir un très beau résultat avant-après, sauf que si la luminosité est mauvaise, on peut ne juste pas du tout voir le résultat. Donc ça, c'est quelque chose de tout bête, mais faites-y vraiment attention. Et pour ça, en fait, le plus simple, c'est de faire toutes vos photos dans une seule pièce ou en tout cas à un seul endroit. Je sais que c'est pas forcément évident pour tout le monde, voilà, de peut-être faire les photos dans le même endroit ou d'avoir une pièce dédiée, mais vraiment, en tout cas, essayez de privilégier d'avoir un mur de votre salle de traitement où à chaque fois, c'est ce mur-là où vous faites vos photos avant-après et que voilà, vos collaborateurs, en tout cas, s'il y a différents endroits, essayez à chaque fois avec le même patient de faire les photos aux mêmes endroits parce que vraiment, ça, on voit vraiment, nous, la différence entre les résultats. Ça fait de très belles photos quand on le fait dans la même pièce. Ensuite, très important aussi, essayez de demander à vos patients de porter les mêmes sous-vêtements ou au moins le même type de sous-vêtements. Parce que alors ça, des beaux résultats avec des mauvais sous-vêtements, j'en ai vu beaucoup aussi. Et le problème, c'est que entre par exemple un string, un shorty ou une culotte, mais l'élastique du sous-vêtement ne va pas appuyer partout au même endroit. Et si le but, c'est de montrer un résultat, par exemple, sur des poignées d'amour ou sur un ventre, ça va totalement le fausser. On verra après, j'ai montré un peu un contre-exemple. Mais vraiment, les sous-vêtements peuvent rendre le résultat inexploitable. Donc, c'est important de le dire dès la première séance, quand vous faites la photo avant, à votre patient d'essayer, en tout cas, de mémoriser le sous-vêtement qu'il a mis ce jour-là, ou même de l'informer avant qu'il vienne pour lui dire vraiment voilà, que c'est important qu'il choisisse son sous-vêtement avec un élastique peut-être pas trop serré et que ce sous-vêtement sera à remettre
pour les séances de suivi. Le même zoom, alors ça paraît un peu logique, parce que si vous avez une photo voilà, qui est avant, par exemple, totalement dézoomée, après très zoomée, on ne pourra pas du tout comparer. Encore une fois, voilà, si on est sur du body contouring ou même des cicatrices, ça va être très dur de comparer si on n'a pas le même zoom. Donc ça, pareil, moi, ce que je vous conseille, dans l'idéal, si vous pouvez avoir un lieu où vous faites toutes vos photos, c'est d'avoir un trépied. Alors, soit vous pouvez le laisser en place, c'est l'idéal, mais je conçois que ce n'est pas évident d'avoir un trépied tout le temps en plein milieu. Sinon, pareil, vous faites un petit marquage au sol, une petite pastille, une petite croix, et vous savez que c'est à cet endroit-là précis que vous posez, soit vous, hein, ça peut être vous aussi si vous n'avez pas de trépied, mais en tout cas que la photo, que le photographe est positionné à cet endroit. Et de cette manière, vous aurez toujours le même zoom par rapport à votre photo. Alors, quelque chose également très important sur les photos avant-après, on en reparlera sur la partie plus réglementaire, mais c'est le droit d'image. C'est-à-dire vraiment, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très regardé, que ce soit par la CNIL, mais également par le Conseil de l'Ordre. Vraiment, faites attention au droit d'image, faites remplir des formulaires de droit d'image à vos patients avant de diffuser leurs photos. Et également, même s'ils ont signé ce consentement donc, de droit d'image, anonymisez absolument toutes vos photos. Alors, ça veut dire quoi, rendre une photo anonyme? Ça va être déjà masqué, alors masqué ou flouté, hein, soit vous mettez un gros bandeau noir sur les yeux, soit si vous avez des outils, vous pouvez juste flouter les yeux pour que ça passe. C'est vrai que parfois, les bandeaux noirs, ça fait un peu lourd, ça gâche, on va dire, un peu le visuel de la photo. Mais en tout cas, les yeux ne doivent pas être apparents, ça c'est sûr. Et après, il faut aussi masquer ou flouter tout ce qui va être en fait signe distinctif. Donc, les tatouages, les piercings, mais ça peut être aussi, par exemple, une tache de naissance. Si en tout cas la tache n'est pas l'objet du traitement, si ce n'est pas un traitement pigmentaire, mais vous voulez juste montrer une réduction du volume, faites attention de masquer voilà, cette tache de naissance. Ça peut être aussi, je ne sais pas, ça peut être une coupe de cheveux, par exemple, qui est extravagante, avec des mèches de couleurs qui sont vraiment très reconnaissables. Ayez ce réflexe de vous dire sur cette photo, est-ce que quelqu'un qui connaît mon patient pourrait le reconnaître? Donc ça, c'est vraiment aussi, faites attention à l'anonymat, ça peut vraiment être préjudiciable pour vous. Le copyright, donc ça, c'est quelque chose que je vous conseille et pour vous. Donc, mettez toujours votre copyright. Donc, c'est juste mettre votre nom de docteur avec le petit signe copyright pour vraiment que cette photo, elle soit, enfin, on sait qu'elle est de vous. Et même pour votre patient, c'est vraiment une plus-value parce qu'il sait que c'est votre résultat personnel. Et dans le cas où, par exemple, sur votre site internet ou sur vos réseaux sociaux, vous souhaitez repartager du contenu d'un confrère, c'est pas un souci, mais pareil, faites attention au copyright. Ne repartagez pas des photos sans copyright. Ça peut être vraiment aussi préjudiciable. Donc, ne passez pas à côté de ça. Et enfin, mon dernier conseil, ça va être sur vos photos. Donc là, c'est plus pour informer le patient. N'oubliez pas, bon, forcément, de préciser le traitement pour que le patient comprenne de quoi on parle, mais également la zone, parce que parfois, si c'est une photo prise avec un peu de recul, c'est pas toujours évident d'identifier la zone. Et ce qui peut être bien, c'est voilà, le nombre de séances. Ça permet aussi de ne pas induire le patient en erreur. Si, par exemple, on est sur un traitement de stimulation électromagnétique, c'est important de préciser que le résultat se fait en 4 à 6 séances. Par exemple, voilà que la photo a été faite avec 6 séances. Pour pas que le patient se dise « Ah, super, en une séance, je vais avoir ce résultat », ça peut l'induire en erreur et finalement, c'est aussi un peu une erreur de communication de votre part. Donc vraiment, mettez le nombre de séances. C'est une information précieuse pour votre patient. Donc là, en dessous, on a 2 photos avant-après. C'est un peu le bon élève et le mauvais élève. Donc je pense que vous l'avez deviné, le mauvais élève, il est à gauche. On voit vraiment toutes les erreurs qui ont été commises. C'est-à-dire déjà, donc, le fond n'est pas de la même couleur, du coup, la luminosité n'est pas de la même couleur. Ça, très grave. On voit le tatouage. C'est un tatouage en plus assez particulier, donc clairement, des proches de cette personne peuvent totalement la reconnaître. Ce qu'on voit aussi, c'est le sous-vêtement. Donc, sur la première photo, on a un string papier qui descend très bas et du coup, qui laisse bien tout l'abdomen apparent. Et sur la photo après, on a, on va dire un string, mais du coup, qui est quand même positionné plus haut, qui cache un peu le ventre. Alors, cette photo, elle n'est pas d'un de nos partenaires. Hein. Je l'ai trouvée sur Internet. Donc, du coup, je ne peux pas faire le commentaire de est-ce que le résultat avant-après était là ou pas. Je ne sais pas. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que ce n'est pas une belle photo avant-après. Parce que sur cette photo, finalement, quand on la regarde, on a l'impression que le ventre a diminué. Mais si on regarde un peu plus près, on peut se dire est-ce que finalement le ventre n'est pas un peu caché par le sous-vêtement? Est-ce que aussi le zoom n'est pas le même? Est-ce que la luminosité ne peut pas nous induire en erreur? Finalement, c'est des photos qui sont dures à interpréter de manière vraiment véritable. En revanche, si on regarde la photo de droite, là, toutes les règles sont respectées et on peut vraiment voir de manière précise le résultat avant et le résultat après. Donc voilà, le mauvais et le bon élève. On va maintenant passer à une autre partie où on a très souvent des questions. C'est aussi un sujet assez complexe et qui évolue.
Donc, il n'y a pas forcément une vérité absolue qui est vraie de manière indéfinie. C'est quelque chose qui évolue dans le temps. C'est donc la réglementation en tant que professionnel de santé. Alors, que dit le code de la déontologie médicale? Il est assez clair sur ça, c'est qu'aujourd'hui, un médecin n'a pas le droit de faire de la promotion publicitaire. Donc ça, c'est voilà, c'est clair. En revanche, ce qui est dit aussi, c'est qu'aujourd'hui, c'est vous, docteur, qui êtes la source d'information la plus véritable pour le patient. Du coup, c'est quand même indispensable que vous puissiez informer vos patients. Donc, la vraie question, c'est finalement de se dire où est la limite entre l'information au patient et de la promotion. Et c'est vraiment là, en fait, que toute la problématique se situe, c'est de fixer cette barrière entre information et promotion. Donc, je pense que ça, le Conseil de l'Ordre a vraiment identifié un peu ce problème, parce que voilà, nous, on a vraiment énormément de questions sur ce sujet. Moi, j'ai beaucoup échangé. Alors, on travaille avec Maître Estève, qui est une avocate spécialisée dans le droit, justement, par rapport aux professionnels de santé. Également, je suis en contact avec, alors je ne me rappelle plus de son nom, mais en tout cas, c'est la présidente de tout le département de déontologie du Conseil de l'Ordre, avec qui j'ai beaucoup échangé justement sur cette thématique, pour vraiment essayer de comprendre et pour pouvoir vous informer au plus juste aujourd'hui de ce qui est faisable ou non faisable. Donc, le Conseil de l'Ordre a publié un livre blanc qui est vraiment très bien fait. Je vous mets le lien du coup en bas de la slide. N'hésitez pas à aller le voir. Il est très, très complet. Là, je vous fais juste un petit résumé parce que sinon, on pourra en parler pendant des heures. Donc, ça s'appelle « Le médecin dans la société de l'information et de la communication ». Alors, ça date de 2016, c'est-à-dire que c'est quand même déjà assez récent. Mais entre-temps, ça a continué d'évoluer. Je vais vous en parler après. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui est autorisé et qu'est-ce qui est interdit? Ce qui est autorisé, comme l'a dit Marion, c'est d'avoir un site internet qui va être informatif. Donc, informatif avec des données claires, c'est vraiment d'être explicite et informatif. Il faut que quand votre patient va sur votre site internet, il comprenne les informations qui sont présentes. Et ensuite, c'est données sûres. Vous êtes on va dire, le gardien des informations présentes sur votre site internet. Il faut que toutes les sources soient vérifiées. Ne postez pas du contenu si vous n'êtes pas sûr de la source. Ne postez pas du contenu qui ne vous appartient pas. Ça peut être vraiment préjudiciable si vous postez on va dire, du faux contenu, en tout cas des sources non vérifiées. Ça peut être préjudiciable par le Conseil de l'Ordre. Ensuite, ce qui est vraiment autorisé, c'est les tarifs. Alors moi, très souvent, on me pose la question, est-ce qu'on a le droit d'afficher les tarifs sur un site internet? Oui, les tarifs, il n'y a aucun souci. Non seulement c'est de l'information, c'est important de les communiquer aux patients, et comme disait Marion, ça vous permet de faire un filtre. C'est-à-dire qu'un patient qui ne connaît pas les tarifs, il va appeler votre secrétariat, et finalement, il va peut-être faire perdre du temps à vos collaborateurs en posant plein de questions, et à la fin, il va se rendre compte du tarif, et voir que ce n'est pas dans l'ordre de prix qu'il imaginait. Donc vraiment, afficher ces tarifs, c'est non seulement donner de la visibilité aux patients, mais c'est aussi vous permettre de faire un recrutement qui est plus qualitatif. Ce qui est interdit, en revanche, c'est de faire des offres promotionnelles. Donc, par exemple, sur votre site, ne dites pas pour la Saint-Valentin, moins 20% pour une séance de couple ou une séance achetée, une séance offerte. Ça, c'est vraiment de la promotion. Donc, c'est absolument interdit. Ne le faites pas. Et également, donc, comme je disais, ne publiez aucune donnée dont vous n'êtes pas sûr, dont vous ne contrôlez pas la source. Ensuite, les réseaux sociaux. Donc, les réseaux sociaux, c'est pareil, c'est souvent une thématique. En tant que médecin, est-ce que j'ai le droit d'avoir des pages sur les réseaux sociaux? Oui. Alors ça, le Conseil de l'Ordre est très clair avec ça. Oui, tout à fait. Ce n'est pas du tout interdit. En revanche, c'est ce que vous faites sur les réseaux sociaux qui peut être regardé et être préjudiciable. Donc, sur les réseaux sociaux, tout comme sur votre site internet, vous devez apporter du contenu qui soit informatif, qui soit sûr, vérifié. Donc, vraiment, voilà, votre contenu, par exemple, de votre site internet, vous pouvez, alors le dupliquer pas à l'identique, mais en tout cas, voilà, ça doit être le même type de contenu, vraiment quelque chose d'informatif qui parle de vos traitements, qui parle de la vie dans votre cabinet. Ça, il n'y a aucun souci. En revanche, tout ce qui est publicité, donc comme je vous disais, voilà, pas de visuel pour la Saint-Valentin, pas de visuel pour la fête des mères, pas de promotion, pas d'offres promotionnelles. Ça, par contre, c'est absolument interdit. En revanche, vous pouvez très bien, par contre, fêter la fête des mères. Faire un petit post avec toute votre équipe qui souhaite joyeuse fête à toutes les mamans. Ça, il n'y a aucun souci. Ça, c'est un message informatif. Mais voilà, pas de bonne fête à toutes les mamans, une séance offerte aux mamans. Ça, par contre, c'est de la promotion. Alors, les photos avant-après. Donc, vous l'aurez compris, c'est tout à fait légal de publier des photos avant-après. Par contre, en respectant bien l'anonymat des patients et les copyrights. Donc ça, faites très attention. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment très regardé par le Conseil de l'Ordre et par la CNIL, par d'autres organismes de protection des données des patients. Ne publiez pas des photos si vous n'avez pas l'autorisation de vos patients et ne publiez pas des photos si l'anonymat et le copyright n'est pas bien respecté. Vraiment, ça, c'est quelque chose, soyez ultra rigoureux et n'y dérogez jamais. Ça peut être vraiment risqué pour vous de le faire. Donc,
publiez vos photos, publiez-les voilà, en anonymisant et en ayant l'accord de vos patients. Et enfin, le dernier point que je vous souhaitais aborder sur ce autorisé interdit, c'est le référencement. Alors, le référencement, Marion en a un peu parlé. Aujourd'hui, on a deux types de référencement. On va avoir ce qu'on appelle le référencement naturel. Donc, c'est en fait la manière qui se fait… Enfin, quand vous faites une recherche Internet, vous tapez des mots-clés et en fait, les algorithmes Google vont, en fonction de ces mots-clés, faire ressortir des sites dans la première page ou dans d'autres pages de Google. Mais en tout cas, c'est Google ou un autre moteur de recherche, hein, mais qui, grâce à son algorithme, va faire finalement une liste de sites web dans un certain ordre. Et pour améliorer, pour vraiment essayer d'être, le but, hein, c'est d'être premier rang, première page, mais pour améliorer ça, il y a des techniques. Donc ça, d'ailleurs, n'hésitez pas à nous contacter. On pourra vraiment vous en parler plus en détail, vous donner des liens avec des livres blancs pour vous aider, et même souvent vos webmasters, hein, si vous travaillez avec, pourront vous aider là-dedans. Et donc ça, c'est autorisé, c'est-à-dire que vous pouvez travailler votre site web, vous pouvez travailler vos mots-clés, vous pouvez faire des articles de blog pour avoir du contenu, poster des vidéos, pour faire remonter naturellement votre site Internet. Ça, en soi, ce n'est pas du tout de la publicité, c'est l'algorithme Google qui va dire votre site est de qualité, le contenu qui est présent sur votre site est vraiment très informatif et intéresse les visiteurs. Donc, moi, Google ou autre moteur de recherche, je décide de le faire remonter en premier rang. Donc ça, aucun souci. En revanche, ce qui est absolument interdit, c'est ce qu'on appelle le référencement payant. Vous devez sûrement connaître, en avoir entendu parler de Google AdWords. Google AdWords, en fait, c'est simple, c'est quand vous tapez pareil vos petits mots-clés dans Google, vous voyez tout en haut marqué annonce. Et vous allez avoir comme ça des choses qui remontent en étant des annonces. Ça, c'est ce qu'on appelle du référencement payant. Donc, on paye pour être tout en haut de la page. Ça, c'est à 100% de la publicité. Donc, en tant que médecin, vous n'avez pas le droit de faire du Google AdWords. Alors, c'est quelque chose qui évolue vite. Effectivement, aujourd'hui, hein, vous devez le voir dans votre pratique de tous les jours, il y a des choses qui sont incohérentes. C'est-à-dire que déjà, si vous exercez en tant que profession libérale, ce n'est pas la même chose que si vous exercez en tant que médecin, mais dans un établissement qui est en fait une société, qui va être un centre de médecine esthétique, mais ce centre, en fait, a le statut d'une société. Et une société a le droit de faire de la communication. Donc, c'est vrai que souvent, on peut avoir un peu une disparité entre ce qui est autorisé pour un médecin qui exerce en tant que profession libérale et pour un centre médical qui est une société dans laquelle travaillent des médecins. Donc, attention quand même, je ne suis pas en train de dire que les centres médicaux qui sont des sociétés ont le droit de faire tout et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'ils ont des médecins qui travaillent pour eux et ils ne doivent jamais faire de la promotion pour ces médecins. Donc, ça m'est arrivé en faisant un peu des recherches, d'aller voir justement sur Google AdWords, de taper, alors j'ai tapé au hasard, par exemple, Centre de cryolipolyse médicale Paris, et là, on voit dans les annonces un nom de médecin qui ressort. Même si ce nom de médecin, ce médecin travaille dans une société, donc un centre de cryolipolyse médicale, son nom apparaît dans l'annonce. Donc là, ça reste de la publicité pour le médecin. Donc ça peut être répréhensible. En revanche, si la société fait de la publicité sur AdWords ou sur d'autres médias, hein, en son nom de société, aujourd'hui, c'est possible et ce n'est pas répréhensible. Donc c'est là aussi, il y a un peu une disparité entre un médecin libéral et une société, on va dire, médicale. Et aussi, où on voit des grosses disparités, c'est entre les pays de l'Union européenne. Aujourd'hui, par exemple, si vous habitez, je ne sais pas, à Perpignan, on va dire, à la frontière de l'Espagne et de la France, eh bien, en Espagne, c'est tout à fait légal, en tant que médecin, de faire de la publicité. Donc, vous pouvez faire une offre pour la Saint-Valentin en Espagne ou même, par exemple, au Royaume-Uni. C'est légal, aucun souci. Donc, c'est vrai que pour les médecins qui sont frontaliers, mais même en général, ça peut être perçu comme une concurrence quand même déloyale que finalement des pays aussi proches au niveau européen et des droits aussi différents. Donc ça, il faut savoir que le Conseil de l'Ordre l'a vraiment identifié. Hein. C'est des thématiques qui reviennent souvent. Et du coup, ils ont consulté le Conseil d'État. Et donc, le but, ça va vraiment être de faire changer cette réglementation parce que le Conseil d'État a effectivement vu qu'il y avait un problème au niveau du droit européen, qu'en France, en tout cas, la législation n'était pas conforme au droit européen et qu'il fallait harmoniser toutes ces dispositions. Donc, c'est en cours. Le Conseil de l'Ordre a en fait proposé des nouvelles directives pour harmoniser cela au niveau européen. Et donc, du coup, c'est le docteur Anne-Marie Trarieux, qui est présidente de la section éthique et déontologique au Conseil de l'Ordre, qui m'a elle-même répondu, hein, ça c'est un extrait de son mail, en me disant que ce décret au Conseil d'État pour demander la modification du code de déontologie médicale était en cours et que prochainement, il serait publié. Ce qui veut donc dire que prochainement, il devrait y avoir des changements pour harmoniser le droit de la communication pour les professionnels de santé. Donc prochainement, c'est assez vaste comme date, surtout là avec les événements qui viennent de se passer. J'imagine que ce n'était pas le dossier prioritaire du Conseil d'État,
Mais en tout cas, on peut vraiment s'attendre dans les prochains mois, ou en tout cas, je pense, à l'échelle d'un an, de voir vraiment de vraies modifications dans ce qui est autorisé ou pas. Et bien entendu, alors nous, on va suivre ça de très près. Et je pense qu'à cette occasion, quand ce nouveau décret sera publié, on pourra vraiment refaire un webinaire sur ce sujet pour vraiment creuser très précisément toutes les évolutions et vous informer de ce qui est possible ou pas possible. On arrive maintenant à la fin de cette présentation. Donc, on va passer à la partie questions-réponses. Pour ceux qui sont arrivés en cours de route, alors ne vous inquiétez pas, hein, vous aurez dès demain le replay de tout le webinaire et on vous enverra aussi en PDF la présentation. Alors, on va regarder donc les questions qui ont été posées. Alors, pour répondre à cette question, c'est tout à fait aujourd'hui autorisé de faire un partenariat avec une influenceuse. Vous pouvez donc, si vous avez l'occasion et que vous connaissez les influenceuses, que ce soit Instagram, Facebook ou des personnalités, hein, tout simplement, les faire venir à votre cabinet. Par contre, il faut bien faire la différence, encore une fois, entre faire venir une influenceuse qui va informer sa communauté sur une technologie ou un traitement spécifique et pas de la promotion. C'est-à-dire qu'elle peut très bien arriver dans votre cabinet, filmer votre cabinet, voilà, même ça peut être, elle peut filmer la plaque de votre enseigne, en fait, hein, Docteur X, par exemple. Et ensuite, elle se filme pendant la séance. Et ensuite, elle peut faire un petit commentaire à la fin en disant, voilà, j'ai réalisé mon traitement au cabinet, voici mon expérience, etc. Par contre, elle ne peut pas dire, je vous invite à aller dans le cabinet du docteur machin, la séance est de temps. Voilà. Il faut vraiment toujours essayer de faire la différence entre promotion et information. Alors, aujourd'hui, fonctionne le référencement naturel. En fait, Google, parce qu'on parle toujours de Google, mais c'est vraiment le moteur de recherche le plus utilisé, il utilise tout simplement un algorithme. Donc, c'est des robots qui vont venir lire les sites de gauche à droite, vraiment. Hein, ils vont vraiment éplucher toutes les lignes de vos sites, de tous les sites du monde entier en rapport avec le thème qui est donné dans le mot-clé de la recherche. Et il va aller prendre celui qui est le plus pertinent. Alors, il y a énormément de choses sur lesquelles il se base pour dire qu'un site est bien structuré et qui mérite, entre guillemets, d'être en première page de Google. Ça va être, encore une fois, son contenu. Est-ce que les phrases sont bien tournées? Est-ce que c'est pas trop promotionnel? Est-ce que c'est bien du contenu scientifique, vu qu'on est sur le secteur médical? Il est capable aujourd'hui, hein, c'est vraiment une intelligence artificielle, de reconnaître s'il est sur un site d'un docteur ou non. Donc, c'est pour ça que je mettais en avant le fait que c'est très important que votre contenu soit aussi scientifique. Si vos pages sont bien structurées, avec des titres, des sous-titres, s'il y a du contenu intéressant, à la fois des images, vidéos, du texte. Voilà. Après, il n'y a pas non plus de préférence pour un docteur ou un autre. Vous pouvez très bien être en première page un jour et le lendemain être en troisième page. Ça, c'est dans tous les cas, vous n'y pouvez rien. C'est Google qui choisit et l'algorithme. Et du coup, voilà, ça fait un petit peu cette disparité de temps en temps. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça peut arriver d'avoir malheureusement un avis négatif sur votre fiche Google. Il n'y a pas aujourd'hui de bouton qui existe pour supprimer cet avis. Google souhaite vraiment laisser, on va dire, la liberté à tout le monde de pouvoir s'exprimer et surtout d'avoir des avis vrais. Sinon, c'est vrai qu'on aurait des avis toujours faussés finalement. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est que si vous avez un avis négatif, ce que je vous invite à faire, c'est déjà, ne pas laisser cet avis sans réponse. Je sais que ça peut paraître un peu étrange, mais il n'y a rien de pire, je trouve, que d'avoir de mauvais avis sur sa fiche Google en tant que médecin et de laisser les patients sans réponse. Voilà, c'est sans vous justifier pour autant, mais voilà, en tout cas, une réponse simple en disant « J'ai bien lu votre avis, je suis vraiment désolée que ça se soit passé comme ça, je ne sais pas pour la raison, je n'ai pas d'exemple en tête, mais voilà, essayez vraiment d'engager une conversation avec le patient qui est mécontent, du coup, qui a mis cet avis, pour,
Essayez de lui dire, bah voilà, maintenant qu'on a réglé le problème, est-ce que je peux vous demander, s'il vous plaît, d'enlever cet avis? C'est possible, il y a déjà des médecins qui l'ont fait et ça s'est bien passé. Ou si vraiment, malheureusement, le patient ne veut pas, vous avez la possibilité, juste à droite de l'avis, vous avez un petit drapeau qui s'affiche, vous cliquez dessus et en fait, vous pouvez signaler l'avis à Google comme inapproprié. Il va vous demander, il va vous poser un petit peu des questions en quoi, pour vous, il est inapproprié. Donc, il vous suffit de répondre très naturellement. Et ensuite, vous envoyez votre soumission de demande de signalement d'avis et c'est Google qui reviendra vers vous. Alors, ça prend plus ou moins du temps. Hein, ça peut franchement prendre jusqu'à une semaine d'avoir une réponse qui vous dira, bah écoutez, ok, on comprend, on est d'accord, on va retirer l'avis ou alors non, parce qu'ils estiment que finalement l'avis est approprié.